couper vos micros. Pour rappel, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, nous vous invitons à couper votre caméra. Aussi, pour précision et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, il n'y aura pas d'échange direct, mais vous pouvez, et nous vous y encourageons, à poser vos questions, non pas dans le chat conversation, mais dans la foire aux questions qui se situe sur votre page Teams sous la rubrique Q&R. Le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques ou réactions tout le long de la présentation. Le support qui vous sera présenté aujourd'hui sera transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation avec le lien d'accès à la vidéo sur YouTube. Lien qui vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos de 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Les réponses à la foire aux questions vous seront transmises comme le support de présentation avec l'invitation pour le prochain webinaire. Donc, que vous ayez assisté ou non à cette présentation en direct, vous serez systématiquement destinataire de la présentation et de la foire aux questions à partir du moment où vous êtes inscrit à 1 heure pour l'autonomie. Tout cela étant dit, je vous propose que l'on commence notre sujet du jour, à savoir le syndrome de Diogène. Seront abordés donc comment mieux le comprendre, mieux le repérer et mieux l'accompagner. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Eddy Bartier, médecin référent à la Direction territoriale de prévention et d'action sociale des Flandres, accompagné de Léa Baumel, coordinatrice sociale. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole. Merci Céline, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être là sur mon territoire des Flandres, mais aussi par ailleurs, j'adore échanger avec les professionnels du terrain. On m'a proposé de faire cette heure sur le syndrome de Diogène et c'est avec plaisir que je serai parmi vous pendant 1 heure. Le but n'est pas de faire une formation scientifique poussée. Le but, c'est de vous présenter une information sur le syndrome de Diogène et vous donner des moyens adaptés à appliquer dès demain matin sur votre lieu de travail pour vous aider à aborder ce sujet. C'est un thème qui est fréquent dans nos pratiques quotidiennes. Je suis accompagné effectivement de Léa Baumel, qui est avec Océane Bayeul et notre coordonnatrice sociale sur les Flandres. On travaille beaucoup en duo au domicile sur ces situations et je voulais avoir son apport tout au long de cette heure pour les éléments notamment sociaux. Léa, tu peux te présenter peut-être? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Léa Baumel, je suis de formation assistante sociale et je travaille du coup sur le territoire maritime. Comme l'a dit Eddy, on travaille régulièrement en binôme au domicile puisque nous ne faisons que des visites à domicile. Super, merci Léa. J'espère que vous voyez bien mon partage. Comme l'a fort bien dit Céline, la présentation va avoir 3 temps. Un premier temps, je vais vous préciser ce qu'est le syndrome de Diogène dans la littérature. Peut-être que je vais démonter quelques légendes urbaines sur le syndrome de Diogène. On a une vision tous un peu caricaturale du syndrome de Diogène. Je vais vous présenter là, un peu en résumé la définition. Je dirais même plus les définitions du syndrome de Diogène, puisque vous verrez qu'il n'y a pas qu'une forme, celle qu'on connaît, la forme caricaturale, mais il y a bien d'autres formes. Dans un second temps, quand on aura expliqué ce qu'est le Diogène, vont en découler quelques éléments qui sont les éléments importants, je pense, à retenir aujourd'hui, notamment, c'est-à-dire comment repérer. On a tous en tête aujourd'hui, notamment avec l'actualité, le manque de médecins. Nos médecins vont plus forcément au domicile des patients et vous êtes des acteurs essentiels dans le repérage de ces situations et ça permettra d'avoir un recrutement, je dirais, des syndromes de Diogène qui, à mon avis, est probablement sous-estimé, un recrutement beaucoup plus important. Et enfin, notre quotidien, vous et moi, c'est comment accompagner. Alors, vous verrez que je n'ai pas de recette miracle, que personne n'a de recette miracle, ni les médecins, ni les sociaux, mais on va vous donner quelques petits conseils sur nous, comment on procède. Alors, vous verrez que tout au long de l'heure, je vais vous donner quelques petites histoires de chasse pour illustrer un peu ce que je dis, puisque ce que je vous rapporte aujourd'hui, c'est juste notre quotidien et notre expérience, en plus de quelques données scientifiques que je donne, mais
vous verrez qu'au final, mes petites anecdotes résument bien toutes les situations qu'on peut croiser au domicile. Alors, pour mieux le comprendre, qu'est-ce que Diogène? Alors, on a fait ce petit arc temporel qui me paraît bien résumer la situation. Le phénomène, le syndrome de Diogène est apparu notamment dans la littérature médicale dans les années 60-70 au siècle dernier par des psychiatres, hein. Au départ, c'était basé sur la psychiatrie. J'ai mis en photo juste à côté les psychiatres, hein. Cette photo qui pour nous est importante dans le domaine médical, qui vous paraît vous un peu surprenante, mais c'est les frères Collier, c'est deux frères américains qui vivaient à l'époque à Manhattan et qui étaient un peu qui sont un peu le Diogène historique pour lesquels les psychiatres avaient commencé à les décrire. Ces deux frères qui vivaient donc à Manhattan dans une maison où ils avaient accumulé au fur et à mesure du temps plus de 140 tonnes d'objets au sein de leur domicile. Ils avaient un peu une réputation un peu de faux bourgeois, un peu snob, mais ils étaient isolés. Personne ne les voyait beaucoup, ils vivaient à deux. Ils étaient en retrait de la société, ils étaient un peu méfiants par rapport à la société, ils avaient même mis des pièges chez eux, c'est-à-dire quand on ouvrait la porte, il y avait des grosses valises qui tombaient sur la tête de celui qui passait par la porte. Et au final, pour la petite histoire, ils ont retrouvé les frères Collier morts un jour, attirés par l'odeur, je dirais. Et au final, pour la petite histoire, le frère Collier, celui qui a un peu dirigé un peu l'endroit, est mort par un de ses pièges, c'est-à-dire qu'il a oublié qu'il y avait une porte ouverte et des pièges au niveau de la porte, et il s'est pris la valise sur la tête. Et l'hypothèse, c'est qu'il est mort de son propre piège. Euh, il y avait tellement d'objets au sein de son domicile qu'il vivait dans un tunnel qui était fait dans la maison. Euh, et du coup, il est mort un peu par l'accumulation de choses, le piège au sein de son domicile, et puis ses choix de vie. Donc voilà, c'est les frères Collier dans les années 68-70, je crois. Et d'ailleurs, si vous allez aujourd'hui à Manhattan, il y a le Collier Garden. La maison a été abattue. Aujourd'hui, c'est un jardin public. Et ils l'ont appelé le Collier Garden. Donc, c'est vraiment un fait historique qui a commencé à faire apparaître ce genre de syndrome dans la littérature médicale. Puis, on est sorti un peu de la psychiatrie. On a avancé dans les années. On a commencé un peu à mieux connaître le syndrome et on est passé en gériatrie. On est sorti de la psychiatrie. C'est décrit par des gériatres. Alors, je vous ai mis la seconde photo, hein, cet étrange personnage dans un tonneau dans l'Antiquité, mais en fait, c'est lui, Diogène. Le syndrome de Diogène, Diogène a existé. C'est un philosophe grec qui vivait à l'époque d'Alexandre le Grand. Ce philosophe était appelé le cynique. Le cynique, pourquoi? Parce qu'il avait décidé de dire haut et fort ce qu'il pensait de la société, de dire haut et fort qu'il critiquait beaucoup la société dans laquelle il vivait. Donc, il avait décidé de lui-même, et ça aura son importance dans la suite de l'explication de Diogène, de vivre en retrait de la société. Donc, il a vécu dans un tonneau. Dans le plus simple appareil, il il donnait aucune importance à son aspect extérieur, à son hygiène. Il choisissait cette mode de vie en retrait de la société, justement pour témoigner de son cynisme et de son désaccord total avec la société. La petite histoire dit qu'il avait un bâton que quand Alexandre le Grand venait le voir, il tapait sur Alexandre. Bon, ça reste dans la légende urbaine. Donc voilà, on est vraiment sur une évolution psychiatrie, gériatrie de ce syndrome. Dans les années 2000-2010, la psychiatrie est un peu revenue dans l'actualité, dans le Diogène. C'est le monsieur Montfort, qui est un psychiatre, qui avait décrit un peu différemment le syndrome de Diogène. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour lui, le syndrome de Diogène, c'est l'association de deux choses, c'est-à-dire, petit 1, un retrait de la société de caractère volontaire, c'est un choix personnel, et petit 2, dans le syndrome de Diogène, il mettait en relation avec ce retrait 3 éléments. Il fallait qu'il y ait au moins un des 3 éléments pour que ce soit caractéristique du syndrome de Diogène, c'est-à-dire la relation pathologique aux choses, soit l'absence de l'accumulation, soit l'absence de choses, ou alors l'anxiété à l'idée de se séparer des choses. Ensuite, il y avait la relation pathologique à sa propre personne, donc soit l'incurie, l'absence
l'absence de toilette, ou alors l'hypercurie, je dirais. Je ne sais pas si c'est un bon mot français, mais en tout cas, c'est tous ces gens qui se lavent trop souvent, qu'il y a trop d'hygiène. Et enfin, troisième élément qui devait s'associer avec le choix de retrait de la société, c'était le déni. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens dont on nous dit qu'ils sont syndrome de Diogène n'ont pas conscience de ce qui se passe et ça ne dérange que les autres. Eux, le côté insalubrité, le côté retrait de la société, le côté accumulation de choses ne les dérange pas, voire s'interrogent souvent pourquoi ça dérange, puisque, et de ce fait, ils ont parfois des réactions particulières quand nous, services sociaux, on se présente chez eux. Ils peuvent avoir des réactions d'agressivité ou d'opposition puisqu'ils n'ont rien demandé, hein. Souvent, les interpellations, comme vous le savez mieux que moi, viennent de l'entourage, viennent de la mairie, viennent du voisin, viennent de la famille, et eux, ils n'ont rien demandé. Et très souvent, même pour rentrer au domicile, c'est compliqué. Donc voilà, l'évolution de la psychiatrie, gériatrie. On revient à la psychiatrie en 2010. Aujourd'hui, c'est encore un peu vague, hein. Moi, dans mes diplômes de psychogériatrie, le syndrome de Diogène est décrit comme un signe clinique. Et c'est tout, ce n'est pas une maladie, c'est un signe clinique. Ça n'est pas une maladie. Voilà, ça évolue, vous voyez, ça va encore évoluer, je pense, dans les années à venir, puisqu'on évolue beaucoup dans la psychologie et la psychiatrie. Et je pense que ce syndrome, cette réunion de signes cliniques, n'est pas encore bien étiquetée. Et vous allez voir juste après que ça va vous surprendre, mais au final, ce n'est pas une maladie. Voilà, c'est important. C'est-à-dire que le syndrome de Diogène, c'est une réunion de petits signes cliniques, comme l'avait dit Montfort, mais ce n'est pas une maladie. De ce fait, ça nous arrange bien. Pourquoi? Parce que on n'est pas obligé de guérir cette maladie puisque ça n'est pas une maladie. Donc, première chose à retenir pour vous en tant que professionnel de santé, ne pas se mettre d'objectifs incroyables. On va se contenter de petites choses. On va essayer d'avancer avec la personne concernée puisque il n'est pas malade. Il se comporte d'une certaine façon, mais ça n'est pas une maladie. Ça, c'est important à avoir dans les têtes. Il se comporte comme il veut. On est encore en démocratie. On a le droit de ne pas se laver si on n'a pas envie de se laver. On a le droit d'accumuler si on veut accumuler. Et on a le droit de choisir de vivre en retrait de la société si on a le. Vous voyez, c'est important, ce n'est pas une maladie. Deuxième élément, ça n'est pas synonyme d'un trouble psychique. Alors, trouble psychique, c'est le nouveau terme du trouble psychiatrique. Donc, avoir un syndrome de Diogène, être déclaré syndrome de Diogène ne veut pas dire que vous soyez psychiatriquement défaillant. On n'est pas malade, on n'a pas de maladie psychiatrique, on n'est pas schizophrène, on n'est pas paranoïaque, on n'est pas forcément tout ça si on est décrit comme syndrome de Diogène. On a un syndrome de Diogène, point. D'ailleurs, dans la littérature médicale que j'ai parcourue pour préparer mon topo, on retrouve 80% des patients déclarés syndrome de Diogène qui sont indemnes de toute pathologie. D'accord ? Il n'y a pas de pathologie psychiatrique forcément associée. La curie, l'autre élément important, on a toujours l'impression qu'ils se négligent. Ça n'est pas forcément synonyme de syndrome de Diogène. Tous nos patients, pas forcément très propres ou très passionnés par le gant de toilette, ne sont pas forcément syndrome de Diogène. Attention, on a aussi également des syndromes de Diogène qui sont en excès d'hygiène. Alors cela, ça vous étonne peut-être ce que je vous dis, mais du coup, vous les ignorez puisque pour vous, ce n'est pas un Diogène. Du coup, on considère que le Diogène n'est que sale. Mais non, c'est faux. Comme je l'ai dit avec Montfort en 2010, on retrouve une relation anormale à sa propre personne, à son apparence, à son hygiène, mais ça peut être dans l'excès. Hein. D'accord? C'est beaucoup plus rare, effectivement, mais ça peut être dans l'excès. Ensuite, on peut avoir, comme je l'ai dit, un déni, une espèce d'indifférence à la situation où les gens vont se demander pourquoi vous venez, mais on peut avoir aussi un sentiment de honte parfois, voire un sentiment d'hyper-empathie. C'est des gens qui peuvent parfois être très, très, très empathiques, voire même ça peut vous apparaître bizarre. Enfin, moi, je décris ça sous le nom de bizarrerie. Ils peuvent avoir des comportements un peu inadéquats. Je raconterai une anecdote juste après qui est prévue dans le diaporama et vous verrez que c'est un monsieur très, très bizarre, très particulier, mais au final, il a un comportement totalement sain. Il y a juste des particularités par rapport à la norme sociale et on retrouve là le côté norme sociale. Souvent, ce sont des gens qui vont se retirer de la société parce qu'il y a un événement. Alors, j'ai mis tout en bas là, la forme que vous connaissez sans doute le plus souvent, hein, c'est l'association de la silogomanie. On va voir la définition juste après, c'est l'accumulation.
avec la négligence de soi, donc la négligence des vêtements, négligence de l'hygiène, négligence du logement, et puis l'isolement social, le repli sur soi, l'isolement social. Alors, on peut être isolé socialement sans être seul, hein. Je rappelle, les frères Collier étaient deux, donc ils n'étaient pas seuls, ils étaient à deux, sauf qu'ils étaient isolés. D'accord? C'est important je rappelle là, toujours la notion de la différence entre isolement et solitude. Voilà, quelques petits éléments déjà qui peuvent vous surprendre dans ce que je vous raconte. Je démonte un peu quelques images, à mon avis, fixées en soi. Le Diogène, il y a la forme caricaturale que vous et moi, on connaît. Et puis, il y a la forme, les formes beaucoup plus rares. Et donc, je rappelle, M. Montfort précisait que c'est l'association de repli, un choix de repli d'isolement social. Et puis, entre trois éléments au choix, au minimum un, je dirais, c'est le négligence de soi, négligence, déni et négligence en relation pathologique avec les objets. Voilà, voilà. Donc c'est déjà quelque chose de surprenant pour vous, je le conçois, hein, mais vous allez voir, ça va évoluer dans les surprises. Je reviens sur la définition. Hein, donc, dans les années 70, on était sur une définition psychiatrique rappelée en 2010 par M. Montfort, comme je disais juste avant. Et puis dans le DSM-5 de 2015, alors le DSM-5, ne le retenez pas, hein, c'est une classification médicale psychiatrique qui évolue en permanence. Donc dans le DSM-5, les psychiatres déclaraient la silogomanie comme des difficultés à se séparer d'objets ou éventuellement l'angoisse de la séparation, c'est-à-dire qu'ils ont peur de se séparer des objets. Vous voyez des gens parfois qui gardent des choses, des doudous de leur enfance, ils collectionnent les petits cartons en bois sur lesquels ils ont bu leur bière. Enfin, là, c'est toutes des choses comme ça qui les angoissent à l'idée dont ça angoisse à l'idée de s'en séparer. Ensuite, il y a les altérations des fonctions sociales, ça c'est important. Ça peut être isolé aussi hein, par rapport au repli sur soi, c'est-à-dire que les fonctions de relations sociales, même dans le boulot, même dans le travail, sont souvent perturbées. D'accord? C'est important parce que ça peut passer inaperçu également et de façon isolée. Et heureusement, tous les gens qui ont des relations compliquées sur leur lieu de travail ou dans la vie privée ne sont pas tous diogènes, hein, mais ça fait partie d'un point important. L'altération des fonctions sociales au travail, ça peut impacter également. On va le voir juste après, puisqu'il n'y a pas de critère d'âge, contrairement à ce qu'on pense. On peut avoir n'importe quel âge et rentrer dans le syndrome de Diogène. Et enfin, le déni de la réalité. Donc ça, c'est dans le DSM-5. Moi, je relativise un peu ça. C'est pas vraiment du déni. En fait, en général, quand Léa ou moi, on se présente au domicile, ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'on fait là, parce que ce n'est pas eux qui ont interpellé. Et puis eux, ça leur passe pas de problème. Ils vivent très bien dans leur accumulation, ils vivent très bien dans leur niveau d'hygiène, bas, pas très haut, pas très bas, enfin voilà, peu importe. C'est pas un déni, ils assument ce qu'ils sont en général. Alors il y a une forme de déni, effectivement, puisque ça va déranger la norme sociale, mais voilà. Le déni de la réalité, moi je relativise un petit peu, je pense que c'est un choix personnel, et ils s'interrogent pourquoi ça dérange les autres. Alors, on a voulu définir chaque élément caractéristique. Encore une fois, c'est la forme caricaturale, hein, incurie, silogomanie, misanthropie, déni de réalité. Il y a d'autres formes, mais là, c'est celle que vous verrez le plus souvent. Moi, je veux surtout que vous reteniez que ces formes-là, vous les connaissez. Je voudrais surtout que vous reteniez les formes atypiques qui peuvent arriver. Gardez ça en tête, c'est important. Donc, c'est un trouble complexe, hein, c'est un trouble, c'est pas une maladie, encore une fois, c'est un trouble, c'est une association de petites modifications par rapport à la normalité. Mais c'est mal défini. Dans la plupart des cas, on aura l'incurie. Donc, les individus ne ressentent plus le besoin de prendre soin d'eux parce qu'il n'y a pas d'interaction sociale, parce qu'ils sont seuls, donc pourquoi se laver, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous prévu pour le travail, pour plein de choses, donc ils ne ressentent plus le besoin. À l'inverse, j'ai rappelé quand même, hein, il peut y avoir des diogènes qui ont des obsessions pour la propreté corporelle. Alors, vous ne vous inquiétez pas, si vos ados se douchent 4 fois par jour, ils ne sont pas diogènes. C'est juste que c'est la mode de se laver souvent, mais ils ne sont pas diogènes. Ensuite, la silogomanie, l'accumulation, hein, difficulté persistante à jeter ou à se séparer de certains objets. OK. Alors, peu importe sa valeur, on n'est pas sur des gens qui ont un côté vénal. Ils vont accumuler
des bouteilles de bière, ils vont accumuler des cassettes, des vieilles cassettes VHS, ils vont accumuler plein de choses, peu importe. C'est leur angoisse de séparation de ces objets qui fait que cette incapacité à jeter aboutit à l'accumulation d'objets. Souvent, ça encombre l'habitation. Ça peut également, du coup, mettre en danger le maintien à domicile, compromettre le maintien à domicile. Dans l'exemple que je vais rapporter prochainement, tout à l'heure, il y a effectivement une énorme accumulation. Et de ce fait, comme ils ont un trouble avec les objets, qui vont avoir tendance à les accumuler, la perspective de les jeter devient très éprouvante, très souffrante. Alors, c'est une remarque que je fais maintenant, mais ce sera bon après, tout à l'heure, dans la démarche de comment on fait pour les accompagner. La première chose, c'est de ne pas arbitrairement, je vous déconseille de tout nettoyer. Parce que du coup, ils vont être très angoissés au fait de tout enlever. D'accord? Deuxième chose, négocier avec eux, échanger avec eux, savoir pourquoi ils ont gardé ça, qu'est-ce qui s'est passé, parce que les faire se séparer de choses comme ça, c'est très angoissant pour eux. J'ai une petite histoire de chasse. Je suis appelé par un, par un acteur social sur le territoire des Flandres, puisque une mairie a interpellé l'ARS pour une maison insalubre dans laquelle vit quelqu'un. Je me rends au domicile, j'interagis avec ce monsieur. Ce monsieur est un ancien colonel de l'armée, en retraite, seul, puisque sa femme malheureusement est décédée, donc veuf. Ses enfants élevés par un papa colonel, avec, je pense, une éducation un peu raide, ont coupé les liens avec leur papa. Ce monsieur se retrouve seul, en fin de carrière. Il me raconte avoir fait plusieurs sites de guerre, une vie très très riche, très violente, très confrontée à pas mal de choses. Et là, il se retrouve isolé, sans plus aucun contact avec la société. Mais je pense il se retire de la société parce qu'il me dit qu'il se sent un peu mal reconnu. Une espèce de déception par rapport à la suite de sa vie, il espérait un peu plus de la France, enfin des choses comme ça. Je prends le temps d'écouter, il me montre ses uniformes, il commence à s'ouvrir un peu. Et effectivement, dans le logement, je vois des dizaines, voire des centaines de souris qui courent partout. Et donc j'observe, je vais voir les souris. Donc l'assistante sociale qui m'a accompagné était plutôt grimpée sur la table, debout sur la table qu'autre chose, effrayée par ces petites bêtes fort sympathiques. Et donc j'explore la pièce et je trouve des dizaines de souris qui logeaient dans un meuble, les anciens meubles en bois de nos parents et de nos grands-parents, les vaisseliers, tout ça. Donc il avait fait un petit trou pour laisser passer les souris, il leur mettait à manger dedans et les souris se baladaient dans toute la maison. Se reproduisaient. Donc, il y en avait effectivement des dizaines, voire des centaines. Quelques-unes sont venues me dire bonjour, c'était fort sympathique. Et effectivement, les souris sortaient dehors, dans le jardin, devant, et ça dérangeait le voisin qui voit devoir passer les petites souris, ce que je peux entendre. Au final, je discute avec ce monsieur, je lui explique que la situation est complexe. Il me dit simplement, monsieur le docteur, ne m'enlevez pas mes souris. Ça m'angoisse parce que je vais être tout seul, j'aurai plus d'amis, je n'aurai plus à qui parler. D'accord? Il accumulait ses souris juste par solitude. Il parlait aux souris, il leur racontait ses angoisses, il leur racontait ses peines, ses histoires. Peut-être parce que personne ne l'écoutait à l'extérieur, pourquoi pas, on peut tout interpréter. Euh, je me suis empressé de négocier avec lui sur un long temps, on a pris le temps, et je lui ai proposé une cage avec 2, 3 souris dans la cage, la petite roue qui tourne qui va bien pour que la souris puisse gambader. Et de ce fait, il a accepté qu'on puisse évacuer une bonne partie de ses petits amis et d'en garder 2 ou 3 comme compagnons. Et on a réussi comme ça à négocier. On a évité une catastrophe parce que l'Amérique avait contacté l'ARS. Enfin voilà, ça partait dans des proportions gigantesques. Et là, juste en négociant, on a pris le temps, 1h30, et ce pauvre monsieur a retrouvé un peu d'écoute. On est resté là 1h30, ouais. Il a accepté. Finalement, aujourd'hui, il a 2, 3 souris dans une cage et ça va très bien. Et j'ai en souvenir ce monsieur qui était très âgé, avec un physique de militaire quand même, encore à 80 ans, encore très bien physiquement, et qui sort, alors que je partais avec le travailleur social, qui sort, qui se redresse et qui me fait un salut comme ça en disant merci docteur. Vous voyez. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui avait juste besoin d'amis, besoin d'écoute. Ça prenait une proportion gigantesque. Et pour l'anecdote, ce qui me dérangeait plus, c'était presque la maison du voisin. Parce que la maison du voisin, il n'y a rien qui dépassait. C'était
tous les cailloux étaient blancs, je pense, brossés par terre. La voiture était impeccable, garée dans le bon sens. Voilà. Il y avait une maison à côté qui était limite gênante parce que très, 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 très propre. Et puis, ce qui dérangeait, c'est la petite souris qui passait de temps en temps sur les cailloux tout blancs, quoi. Vous voyez, donc, c'était paradoxal. C'est ce monsieur qu'on embêtait, qui dérangeait par ses souris. Au final, c'est le voisin qui me paraissait un peu, alors, j'exagère, mais maniaque. D'accord? Voilà. Donc, on est vraiment sur l'exemple typique de l'angoisse de séparation de ses souris. Il les a accumulées parce qu'il avait de plus en plus d'amis. Et il fallait surtout pas lui enlever tout. Donc, on a négocié. Il en a gardé 2 ou 3 dans une cage et tout s'est bien passé. Donc, voilà, on est vraiment sur ce côté accumulation, hein. Troisième chose, la misanthropie. Après l'incurie, la silogomanie, effectivement, les personnes souvent s'isolent et se replient. Parfois même deviennent méfiants, voire peu accueillants, hein. Nous, parfois, on essuie des difficultés à rentrer au domicile, hein, puisque petit 1, très souvent, et vous le savez mieux que moi, ce n'est pas eux qui nous ont interpellés. Vous êtes interpellés par le voisin, par la famille, par la mairie, par la gendarmerie, par des choses comme ça, mais nous, on n'est pas, ces gens-là n'ont pas forcément interpellé qui que ce soit. Histoire de chasse, une petite dame chez qui on ne pouvait pas rentrer du tout. J'étais interpellé à l'époque par les professionnels de la Maya. Euh, je me suis rendu au domicile de cette dame. L'histoire, j'ai compris pourquoi elle ne voulait pas qu'on rentre chez elle par ailleurs juste après. Pour rentrer chez elle, j'ai dû négocier et elle a accepté que je rentre chez elle si je joue avec elle au domino. Donc j'ai dû jouer pendant 1 heure avec elle au domino. Je ne savais plus jouer au domino. Donc j'ai perdu. Elle était très contente que je perde la partie et elle ne voulait plus s'arrêter. Donc au bout d'1 heure, je lui ai quand même dit qu'on allait peut-être passer à autre chose. Et donc du coup, ça nous a permis de revenir plusieurs fois d'affilée. On a compris un peu sa démarche. Elle était en repli de la société parce qu'elle était gérante d'un bistrot pendant 30 ou 40 ans. Elle a rencontré plein de gens, des personnes qui fréquentent les bistrots du Nord. C'est pas une critique, mais voilà, donc avec des relations humaines un peu caricaturales. Et du coup, son mari est décédé, ses enfants sont partis vivre ailleurs. Et du coup, elle s'est retirée de la société pour ne plus voir ces personnes et avoir un- typiquement dans la méfiance. D'accord? Et on avait réussi à créer un lien grâce au jeu du domino. Et enfin, le déni de la réalité. Donc, encore une fois, hein, tout à l'heure, je vous disais, ils sont dans le déni. Alors, je pense que c'est un choix de vie. Ils sont un peu dans l'indifférence plutôt que le déni. Mais il y a une forme de déni également. Ils ne se rendent pas forcément compte dans quel état ils vivent, en sachant que ça ne dérange que les autres, puisque eux, c'est un choix personnel. Et donc, leur saleté ressentie ne les dérange pas. Donc, c'est une forme de déni. Donc, l'association typique, hein, incurie, silogomanie, donc accumulation, misanthropie, vision un peu paradoxale de la société et des hommes en général, et le déni de la réalité. Ça, c'est la forme, je dirais, caricaturale, hein, que vous connaissez souvent tous. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces gens, il n'y a pas de profil type. Ça peut arriver à tout le monde. 80% des gens, je rappelle, sont indemnes de toute pathologie psychiatrique. C'est souvent des gens un peu sensibles, effectivement, hein, qui sont seuls en général, puisqu'ils ont choisi de se retirer de la société. Ils peuvent être enfants, on peut être isolé sans être seul, hein. Je rappelle les frères Collier au départ. C'est plus souvent des femmes. Alors, c'est pas du tout misogyne comme remarque, hein, c'est un constat. En revanche, bon, les hommes, l'espérance de vie est différente, donc je pense que les femmes sont rapidement seules plus rapidement. De ce fait, effectivement, je pense qu'il y a un biais de recrutement. Je pense pas qu'il y ait de prédisposition sexuelle au syndrome de Diogène, mais ça peut arriver à tout âge. Je rappelle que ça peut arriver aussi chez des jeunes, hein. En général, ils ont plus de 50 ans, mais ça peut arriver à l'âge de 40 ou 30. Moi, j'ai une dame là, pour laquelle on m'a interpellé récemment dans le cadre de la MDPH, qui a 43 ans, qui, suite à un divorce compliqué, a débuté ce qui ressemble à un syndrome de Diogène, c'est-à-dire un repli sur elle-même, une accumulation de choses, euh, une négligence. Alors, la négligence, c'est un peu relatif parce qu'elle travaille encore. Mais chez elle, quand elle est chez elle, elle se néglige beaucoup, beaucoup, ce qui inquiète un peu ses enfants. Voilà, on est sur une forme de Diogène débutant suite à un événement. Et comme vous allez voir juste après, en général, on retrouve un événement déclenchant dans, dans ce syndrome, hein. Les causes, ben, comme je l'ai dit, les causes, elles sont sous des troubles psychiques, psychiatriques sous-jacents, mais ce n'est pas la majorité, 20% des cas. Donc ça peut être annonciateur ou accompagnant des troubles mentaux, des troubles cognitifs. Alors j'ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive et qui n'est pas non plus
je dirais, indispensable, c'est-à-dire que tous les patients qui ont un trouble de l'humeur n'ont pas forcément un syndrome de Diogène, tous les patients qui ont un TOC n'ont pas forcément un syndrome de Diogène. Voilà, on est vraiment sur une liste exhaustive, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt hein, à retenir. Hein. Il y a des formes de personnalité pathologique, il y a des formes de pathologie débutantes sur lesquelles peuvent venir se greffer un syndrome de Diogène, effectivement. Mais la plupart du temps, c'est indemne et il y a très souvent, par contre, un événement traumatique. C'est un traumatisme psychologique ressenti, hein, pas forcément évident pour la société, pas forcément évident pour l'entourage, mais ressenti par la personne. Le décès, une agression, une maltraitance. Alors, cette dame dont j'évoquais tout à l'heure la situation à 42 ans, 40 ans, je ne sais plus. En fait, c'est son mari qui l'a mise dehors en plein hiver en sous-vêtements avec ses enfants dans le bras, sous le bras. Voilà, ça, c'était un événement qui l'a traumatisé, ce que je peux comprendre, parce qu'elle a des angoisses anciennes de ne pas avoir assez d'argent, d'être SDF, tout ça, et ça lui a remis ça, à mon avis, en force dans la tête, et du coup, elle se met dans une espèce de syndrome de Diogène débutant. Ça peut être aussi un changement de vie. Bon, là, en général, là, c'est un divorce, mais ça peut être un changement de travail, ça peut être un mariage. Voilà, c'est plein de choses comme ça, des événements ressentis comme traumatisants qui déclenchent ces phénomènes d'isolement, de négligence de soi-même et de relations pathologiques avec avec l'objet en général, mais par choix personnel. Donc, il y aura deux formes, du coup, hein. Une forme primaire, c'est-à-dire le syndrome de Diogène qui arrive comme ça sans prévenir. C'est la forme la plus courante. Et puis les formes secondaires qui sont liées à des pathologies psychiatriques ou psychiques, mettons on dit psychiques, mais c'est beaucoup plus rare. En général, c'est vraiment des formes des gens qui ont peut-être une personnalité sensible, prédisposée, mais des comportements un peu sensitifs, un peu empathiques, mais en général, ils sont indemnes de toute pathologie, et donc ça arrive initialement, comme ça, c'est une forme d'entrée initiale dans un trouble. Voilà, on a fait le résumé hein, de ce que c'est Diogène. Hein. Donc, Diogène, c'est un philosophe grec dans un tonneau. La définition évolue, mais là, on se dirige plutôt vers la situation de trois signes, c'est-à-dire le choix de repli sur soi, le trouble de relation à l'objet, donc l'angoisse de séparation ou l'accumulation, ou alors des Diogènes vides. Cette dame, par exemple, dont je vous parlais avec le domino, ce qui m'a frappé pendant que je jouais au domino, c'est qu'il n'y avait rien chez elle, mais rien du tout. C'est-à-dire que sur la table, il n'y avait pas un pot de fleurs, dans l'évier, il n'y avait pas une cuillère, il n'y avait pas un drap, il n'y avait rien, il n'y a pas de vie, c'était juste des meubles posés. Quand on a ouvert les placards, est apparue la silogomanie, l'accumulation, mais qu'elle cachait dans les placards. Oui. Il n'y avait rien du tout dans la pièce. Quand vous rentrez dans une pièce comme ça où il n'y a rien du tout, posez-vous la question. Est-ce que cette dame n'a pas une relation pathologique à l'objet? Et donc la négligence de soi-même aussi, de son apparence, puisqu'il y a un repli social et le déni de la réalité. Et du coup, avec tout ça, tous ces éléments que j'ai essayé de résumer pour vous donner une idée claire, pour pouvoir l'utiliser dès demain matin, on va pouvoir repérer. Donc mon idée, c'est de vous transmettre des moyens pour repérer ces choses, repérer ces éléments qui peuvent vous dire, tiens, peut-être que cette dame a eu un événement, on s'intéresse à son histoire de vie, on essaie de comprendre. Alors, les éléments de repère, ça va être quoi? On reprend juste tous les éléments que j'ai cités dans la première partie. Donc, l'isolement social, des gens qui s'isolent. Alors, il ne faut pas caractériser tous les patients qui vivent seuls de syndrome de Diogène, mais l'isolement social, ça peut être une particularité. Quelqu'un qui avait un changement de vie, qui était actif, qui était dans des réunions, au travail, au sport, à la musique, et puis d'un coup, l'isolement, le repli sur soi. Ça peut être un signe d'alerte. L'incurie, c'est plus facile de repérer quelqu'un qui ne se lave plus ou qui ne donne plus d'importance à son apparence que quelqu'un qui se lave beaucoup. Effectivement, quelqu'un qui se lave beaucoup va moins attirer l'attention. Donc l'incurie, c'est vraiment un élément de repère important. Sans jugement, encore une fois. Léa, Océane et moi, on passe notre temps à voir des gens dans des situations sans les juger. Hein. On ne se base pas sur nos principes à nous de propreté, nos principes à nous de vie. Chacun fait comme il veut. On n'est pas dans le jugement. Juste, s'il y a un incurie visible, on peut se poser la question. Ensuite, il y a l'absence de demande. Si on vous interpelle pour une situation qui est déclarée catastrophique et vous arrivez au domicile
et il ne se passe absolument rien, et bon, c'est encombré, c'est sale, mais la dame vous ignore, se demande ce que vous faites là, ou même vous interdit de rentrer, voilà, posez-vous la question. Là, il y a effectivement il y a un laïus entre la situation et puis l'absence de demande ou le refus. D'accord? Euh, le refus d'aide ou de soins, ça c'est important. On fait des formations régulières sur le refus d'aide ou le refus de soins. C'est un droit, déjà. On a le droit de refuser, on n'est pas obligé de se faire aider ni de se faire soigner, hein. Voilà. En revanche, nous, professionnels, on n'a pas d'obligation de résultat. Vous ne serez jamais tenu responsable d'un Diogène qui est sale ou un Diogène qui accumule trop de choses. Voilà, vous ne serez pas responsable à partir du moment où vous avez mis tout en place pour l'aider. Euh, Récemment, on gère une situation en ce moment de Monsieur D qui est hospitalisé, qui revient à son domicile et qui a 20 minutes après l'hospitalisation, j'ai reçu un mail du directeur de l'établissement qui me disait qu'il a recommencé à récupérer les poubelles de l'établissement et à les mettre chez lui. Vous voyez? Donc 20 minutes après 15 jours d'hospitalisation. Au bout de 20 minutes, il a recommencé. Donc on est vraiment sur le refus d'aide, le refus de soins, c'est quelque chose qui est acceptable, mais ça peut être un élément de repérage important. La présence de troubles psychiques, hein, anciennement dit psychiatriques. Voilà, effectivement, si vous connaissez un peu l'histoire de vie de la personne concernée, que vous vous rendez compte que ce monsieur a une famille ou des comportements déjà anciens un peu particuliers, des bizarreries, voilà, ça peut vous aider à vous aiguiller vers le Diogène. C'est un bizarre, c'est un mec étrange. Je ne suis pas psychiatre, mais je sens qu'il y avait des comportements étranges ou son entourage rapportait des comportements étranges. On peut évoquer éventuellement un syndrome de Diogène. Et effectivement, le refus de soins, c'est aussi résistance à l'entrée d'une personne dans son logement. Effectivement, souvent, ils vous refusent. J'espère que vous savez jouer au domino. Ça vous permet de rentrer un peu n'importe où. Alors, des exemples d'intervention. Diogène primaire, une dame âgée. Alors, souvent, ils ont plus de 50 ans, hein, mais encore une fois, ça peut être des plus jeunes. Son domicile est encombré. La personne n'a aucun problème d'hygiène corporelle. Il y a juste l'encombrement. Ça, c'est un élément qui peut vous interpeller. Pourquoi il y a un encombrement? Pourquoi il y a une accumulation? Alors qu'elle est encore relativement, elle semble propre. Lors de l'entretien, il n'y a pas de pathologie psychiatrique évidente, il n'y a rien de particulier dans l'histoire de vie. Par contre, elle vous dit, bah, tiens, je préfère les animaux aux hommes. Ah, un petit signe. Vous voyez? Les gens souvent qui ont accumulé plusieurs chats, plusieurs chiens, voilà, c'est important. Ça peut être des signes de syndrome de Diogène débutant. Ce qui ressort de l'entretien, c'est qu'on a retrouvé dans son histoire un événement traumatique. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment cicatrisé ou en deuil. D'accord? Il y a pas eu de deuil de fait de cet événement. Et du coup, elle en parle assez facilement. Vous la rencontrez pour la première fois, elle vous l'évoque. Donc, c'est intéressant de vous intéresser à l'histoire de vie des gens. Elle vous dit qu'elle va essayer de désencombrer. Elle ne vous assure pas qu'elle va réussir, hein. Mais par contre, il ne faut pas l'aider. Vous voyez? Alors ça, c'est important d'entendre ça. La communication, c'est, comme disait Francis Blanche, la meilleure façon d'entendre, c'est encore d'écouter. Donc je pense qu'il faut les écouter. Je vais le faire, docteur, mais ne m'aidez pas. D'accord? C'est important de garder une relation, établir une relation. Un Diogène secondaire, à l'inverse, hein, souvent c'est un médecin qui suit son patient et qui trouve que l'état se dégrade à la maison et qui va vous interpeller, vous, en tant que service social, pour essayer de l'accompagner. Effectivement, le domicile est encombré, l'hygiène corporelle est plus ou moins dégradée déjà. Vous avez réussi, ou les intervenants, ses voisins ont réussi à le convaincre de faire un petit bilan à l'hôpital. On va identifier. Voilà, c'est ces deux situations un peu banales qu'on va avoir. Soit c'est le primaire, c'est vous qui allez souvent les repérer, et soit c'est le secondaire, et c'est plutôt un médecin qui ne sait pas trop comment faire, qui vous contacte, ou le voisin, ou la mairie du coin. Alors, je vous ai mis juste après une histoire un peu de chasse, hein, qui est assez caricaturale, mais qui est la réalité, que j'ai dû gérer avec ma troisième collègue, qui n'est ni Léa ni Océane, mais qu'on a géré dans les Flandres, encore actuellement, on le gère, hein. Donc, c'est un monsieur de 62 ans qui vit seul, qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais été marié, qui était retraité du bâtiment, et qui, dans sa Bonjour carrière. Sabine. Oh là. Ah, écoute, je suis désolé, j'ai totalement.
dans sa carrière, il a beaucoup voyagé. Et de ce fait, après la retraite, tu s'est un peu posé. Voilà, tout va bien. Euh, et en fait, la famille nous interpelle au pôle, notamment la maman, qui est beaucoup plus âgée. Parce que ben, quand ils vont chez leur fils, ils sont inquiets parce c'est le bordel dans l'appartement. On va au domicile, effectivement, quand on rentre, première pièce sur la gauche, la salle de bain, la porte s'ouvre pas, tellement c'est encombré. Je pousse la porte, j'entrevois des boîtes de cassettes VHS, des vieilles cassettes que moi j'ai connues quand on mettait dans les magnétoscopes, et, ce qui ressemble à des canettes de bière vide. Mais pas moyen d'ouvrir la porte. Deuxième pièce en face de moi, j'ouvre la porte, il me dit c'est la chambre. Pareil, porte coincée. Je vais voir, et pareil, des cassettes VHS, des bouteilles de bière. Je vais dans la pièce principale, donc il fait cuisine, salon, salle à manger, qui doit faire à peu près allez, 20 mètres carrés. Au milieu, il y a des cassettes VHS et des bouteilles de bière vides qui vont jusqu'au plafond. Il y a une petite route qui mène le long du mur, qui passe devant l'évier, et l'évier est encombré de déchets alimentaires, de plateaux consommés, de plats réchauffés mangés, mais ils ne jettent pas les déchets, ils accumulent dans l'évier. L'évier est dans un état que je ne vous citerai pas. Ensuite, on fait le tour des petits chemins, on arrive sur un canapé où il y a encore des bouteilles et des cassettes VHS. Et il s'allonge là, donc on voit la trace de son corps, la forme de son corps dessinée par les bouteilles et dessinée par les cassettes VHS. Et plus haut, il y a des bouteilles, des cassettes VHS. Et puis en haut, il y a un magnétoscope et puis une vieille télé années 80. Voilà, là, sa maison, il y a juste un chemin. Et donc, on arrive chez lui, il nous demande ce qu'on fait là. Donc, je lui explique qu'on est arrivé, puisque ses parents s'inquiétaient. Donc, bien évidemment, il ne comprend pas, hein, parce que lui, il va très bien. Effectivement, il n'a rien demandé. En fait, il me dit que ses parents ne viennent pas le voir, sauf pour lui demander de l'argent. Alors, ça, première chose hein, qui nous fait tilt. Voilà. Ah bah oui, ça les inquiète qu'elles viennent me voir, mais quand ils viennent, c'est pour me demander 50 euros, docteur. C'est ma nièce qui vient me demander 50 euros toutes les semaines pour acheter ses cigarettes. Il n'est pas marqué Banque de France, docteur, hein. Voilà, il réagit. Donc, déjà, on a une petite piste. Lui, il va très bien. Mais il y a déjà des gens qui se préoccupent de lui alors qu'ils viennent un peu le taxer, le spoiler, quoi. D'accord? On se renseigne quand même, ses loyers sont à jour, il paye ses loyers en temps et en heure. L'état du logement ne dérange pas les voisins, l'état du logement ne dérange pas le bailleur. Il nous dit, bah voilà, le jour où il nous le rendra, il nettoiera, mais là, il fait ce qu'il veut. Ses loyers sont à jour, il n'y a pas un euro de retard. Euh, et donc, il nous raconte que pendant que je parle avec lui, il pose sa main sur son ventre plusieurs fois. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il me dit, on m'a tiré dans le temps, dessus, à la carabine, dans l'abdomen. Ah bon? Donc, il me raconte qu'un de ses derniers clients avant la retraite, ça s'est mal passé avec son patron et donc avec les ouvriers, et il s'est pris plusieurs tirs de chevrotine dans l'abdomen. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne s'est jamais fait soigner. Ça l'a tellement traumatisé. C'est quoi le Ça l'a tellement site? traumatisé qu'il ne s'est jamais fait soigner. De ce fait, je l'examine ce jour-là. Il avait des plaies, plusieurs balles dans l'abdomen. Ces balles avaient fistulisé avec le temps, ce qu'on appelle nous fistuliser. Donc, il y avait un canal qui était entre l'abdomen et la peau, et il y avait un écoulement permanent. Et donc, il y avait ces balles dans le ventre depuis des années, je crois 5, 6 ans, sans jamais avoir consulté. Et ça a été pour lui un traumatisme. Et ce jour-là, son comportement a changé. Il s'est mis à accumuler. Il s'est mis à avoir peur et avoir honte des autres et avoir peur des autres dans sa relation à l'autre. Et ce coup de fusil abdominal a été un traumatisme incroyable et il a fini par se refermer sur lui-même. J'avais l'explication à son comportement. Alors, on a mis des mois à le convaincre d'aller voir un médecin. On a mis des mois à l'emmener au cabinet médical. C'est ma collègue assistante sociale, coordonnatrice, qui l'a pris à sa petite voiture et qui l'a emmené une fois chez un docteur. On a pris des mois pour lui prendre un rendez-vous chez le chirurgien. Et au final, ça s'est fait. Tout doucement, il a développé une confiance en nous, une confiance avec ma collègue, et du coup, on a réussi à faire des choses. On n'a pas réussi à désencombrer, et d'ailleurs, on ne l'a pas cherché. On a juste négocié un rangement, c'est-à-dire qu'on a essayé de ranger le maximum de choses.
d'éliminer des boîtes alimentaires un peu périmées. Et au fur et à mesure, lui-même, il a réussi à éliminer quelques petites choses. Mais là, je suis sûr que si on y retourne, il a à nouveau accumulé, hein. Mais voilà, on a réussi à négocier, on a réussi à rentrer dans la chambre, on a réussi à nettoyer la salle de bain. Et il accepte 2 fois par semaine maintenant le passage d'une auxiliaire de vie quand ça l'arrange. Voilà. On est vraiment sur la négociation, rien de plus, hein. Alors, pour l'anecdote, récemment, j'ai été appelé par les gendarmes, puisqu'ils l'ont retrouvé à Brédune, donc à 60 km de chez lui, dans un fossé. Les flics étaient étonnés, ils pensaient que c'était un démon déambulant. En fait, non, il a dit aux flics, bah, écoutez, moi, je suis parti de chez moi, je voulais passer 3 jours à Brédune, il fait beau. Donc, ben, je suis parti à pied à Brédune. Il a fait les 50 km à Brédune, tout seul. Quand il était fatigué, il dormait dans le fossé. Donc, c'est là que ça a interpellé un peu la gendarmerie. Et il a dit, ben, écoutez, docteur, j'ai rien fait de mal, c'est pas interdit de se balader. J'ai dit, non, c'est pas interdit de se balader. Et en fait, c'est son mode de vie comme ça. Et juste l'événement, il a toujours vécu seul, juste l'événement tir au fusil par un client a déclenché ce retrait de la société. Et d'ailleurs, enfin, aujourd'hui, on l'a quand même protégé, parce qu'on avait l'impression que la famille avait compris qu'il était un peu en excès d'empathie, et du coup, il donnait un peu d'argent, un peu trop à notre goût. Donc, on l'a mis sous protection juridique pour le protéger de gens qui pourraient éventuellement profiter de lui. Donc voilà, donc c'est un peu l'histoire de chasse, mais une histoire vraie qu'on vit aujourd'hui. Et ce monsieur va très bien. Bon, là, j'ai une difficulté, c'est que ma collègue est partie en retraite. Et du coup, la relation, j'ai peur qu'elle soit un peu compromise. Donc, je vais essayer d'entretenir moi-même la relation et après d'y inclure la nouvelle collègue qui est sur Hasbrook, mais c'est compliqué parce qu'il est méfiant, hein. Voilà, histoire de chasse où on se donne quand même, vous voyez, on se donne quand même des objectifs limités, hein. Moi, je ne cherche pas à faire de miracles avec mes patients et surtout Diogène parce que ben, on ne va pas y arriver. Juste se contenter de petites étapes, d'où les petites infos pour terminer que je vais essayer de vous donner sur comment accompagner les gens étiquetés, je dirais, syndrome de Diogène, parce que ça reste une étiquette, hein. La première chose, c'est qu'ils n'ont souvent rien demandé. Je l'ai répété depuis le début. Souvent, mais c'est pas vous, c'est pas eux qui ont interpellé, c'est les autres. Alors, vers qui vous allez orienter? Bah, vous avez toutes et tous, Léa la première, un réseau. Vous avez des réseaux de collègues au CCAS, de collègues au DAC, de collègues dans les mairies, de collègues dans les services sociaux. Eh ben, c'est important d'interpeller vos réseaux. Voilà. Ben, j'ai une situation, tel endroit, telle rue, monsieur machin, est-ce que tu connais? Ah oui, je le connais. Il est suivi par un médecin, tel médecin, d'accord. Ah oui, je sais qu'il y a eu un problème avec le voisin parce qu'il y avait des souris. Voilà. On fait marcher son réseau. On essaie de communiquer entre nous, de faire des mails, des échanges, pour essayer de savoir si ce monsieur n'est pas connu. Parce que, attention, dans nos activités à toutes et tous, là, on est souvent en tuyau et parfois on gère des situations en même temps sans vraiment savoir qu'il y a beaucoup d'intervenants sur les mêmes situations. Donc, je vous encourage beaucoup à partager avec vos réseaux. C'est intéressant. Et c'est vraiment essentiel dans la mesure où c'est une prise en charge qui est complexe et plus on sera nombreux, plus on sera efficace. Les outils en territoire, j'ai fait une liste, ce n'est pas exhaustif, vous les connaissez toutes et tous, vous avez probablement vos propres outils sur Lille, sur Roubaix, sur Tourcoing, sur Arras, sur Roubaix, Tourcoing, Avesnois, que moi je n'ai pas sur Dunkerque, mais sur Dunkerque j'ai d'autres choses. Je n'ai pas mis de nom hein, d'intervenants, chaque territoire a ses propres noms. Mais voilà, ça peut être la famille, déjà l'entourage peut être un point d'appui, un point de compréhension déjà sur l'histoire de vie. Et puis, des gens aussi avec qui il faut échanger, ils sont parfois responsables aussi du sentiment d'isolement de la personne. Les travailleurs sociaux, bon, vous l'êtes toutes et tous plus ou moins, les clics, les DAC, le médecin traitant. Alors je sais que c'est une difficulté en ce moment, vu l'actualité, ça ne devrait pas s'arranger. En revanche, ça reste quand même des gens à solliciter, même si c'est difficile pour eux en ce moment. Voilà, ils peuvent être un bon point d'appui pour accompagner les gens. Des équipes mobiles, n'hésitez pas. Gériatrie, psychogériatrie. Sur Dunkerque, on a une équipe mobile qui est assez sympa. C'est difficile à mettre en place, mais de psychoprécarité, c'est les gens qui ont des troubles du comportement au domicile et qui sont en état de précarité. Bon, après, c'est peut-être pas facile de faire le lien avec eux, mais en gros, c'est quelque chose qui me paraît être une bonne idée, la psychoprécarité. Les CMP, pourquoi pas? Voilà, n'hésitez pas à solliciter tout le monde.
même si tout le monde ne va pas s'emparer de la problématique, hein, de vous entourer. Ne restez pas seul, parce que c'est complexe et ça intéresse un être humain. De ce fait, n'hésitez pas à vous entourer. Les moyens d'agir. Alors, la première chose que je vais vous conseiller, c'est le temps, la temporalité. Prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence. Alors, avec Léa, on a pris en charge des situations comme ça. Ce monsieur-là qui devait être expulsé, qui dégradait toutes les parties communes. Voilà. Il y avait une urgence d'expulsion. Bon, après, Léa pourrait plus en parler que moi, mais on a réussi à temporiser. Mais voilà. En général, prenez le temps. Rentrer en communication avec ces gens est essentiel. Ils ne sont pas devenus comme ça isolés ou se négliger ou accumulés comme ça par hasard, ni sur 2 secondes. Je pense qu'on a tous le temps. Il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas un service de SAMU, ce n'est pas un service de, de, de réanimation. On a un temps pour discuter, pour prendre contact, pour retourner et pour déterminer avec les gens un calendrier, des objectifs minimales, des choses faisables et cohérente. Pas forcément s'inventer des objectifs incroyables. C'est un conseil que je vous donne, la temporalité, le temps. Prenez le temps. Après, il y a des capacités d'écoute que vous avez toutes et tous, hein, dans vos métiers, vous avez forcément des capacités d'écoute supérieures à la moyenne. On n'est pas toujours efficace. Des fois, on arrive au boulot le matin parce qu'on a eu des soucis la veille, pas forcément efficace. Mais on essaie au moins d'écouter. Un conseil que je vous donne aussi, c'est de reformuler. C'est-à-dire que ces gens sont parfois un peu sur la défensive. En reformulant les choses, en leur disant, voilà, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ça permet de les rassurer et d'ouvrir un peu. La reformulation pour leur faire comprendre que vous avez compris ce qu'ils voulaient dire. Et donc déterminer des objectifs simples et travailler en concertation avec des collègues. L'extrémité de ce que vous pouvez faire, c'est un signalement, effectivement, officiel au service de la justice. Mais ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Moi, je pense qu'en les accompagnant sur le long terme, en se donnant des objectifs euh, réalisables, cohérents, on peut arriver à des choses. Donc, c'est une approche multidisciplinaire en équipe. Et ça va être essentiel. Et essentiel aussi pour vous en tant que professionnel, parce que parfois, vous avez un boulot humain. Euh, Vous rentrez des fois le soir déçu de vous parce que vous n'avez pas réussi à faire ceci, cela. Attention, il faut avoir des objectifs raisonnables et se dire qu'on a tout fait, tout mis en place pour que ça fonctionne. Après, si les gens ne veulent pas, on ne fera pas de magie. D'accord? On a devant un juge, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir réussi. On vous reprochera seulement de ne pas avoir mis en place des choses pour que ça fonctionne. Après, si ça ne réussit pas, ça ne réussit pas. C'est pas bien grave. D'accord? C'est important, ça reste leur choix de vie, hein. Depuis le début, je dis que c'est leur choix. Donc l'accompagnement, des qualités, alors vous les avez toutes et tous, hein, la patience, le respect, créer une relation de confiance, donc il faut du temps. Savoir communiquer, savoir écouter, sans jugement. Tout à l'heure, je disais avec Léa, on travaille beaucoup sans jugement, c'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent. Moi, euh, je j'ai pas de jugement à faire sur la vie des gens. Et l'approche inconditionnelle. Alors ça, c'est important, c'est un mot un peu barbare, mais au final, quand vous allez chez les gens, faut pas arriver chez les gens. Enfin, je vous déconseille d'arriver chez les gens avec un objectif. D'accord? Je vais y arriver, ouais, je vais y aller, je vais l'engueuler, elle va se laver, elle va tout débarrasser, ce sera réglé. Non, ça ne marchera pas. Vous arrivez et sans objectif, vous discutez et l'objectif va se faire progressivement. Hier après-midi, j'étais avec Léa dans un domicile. On nous avait décrit une dame un peu désagréable qui s'opposait à tout pour son mari. Voilà, on avait l'impression vraiment que c'était Tati Daniel. Et au final, en sortant, on s'est dit que bah, c'est juste une dame épuisée euh, qui nous a évoqué 2 fois l'envie de se suicider, qui était en larmes plusieurs fois, elle passait du rire aux larmes. Voilà quelqu'un qui est épuisé mentalement. Et on est parti sur un résultat, et ce matin, je lisais le mail de Léa, où ben, on a créé un autre projet, et pas celui pour lequel on était arrivé. Et au final, on est arrivé sur quelque chose de super bien, cohérent. Et la dame est sortie, et j'ai l'impression qu'elle était plus cohérente et plus coopérante avec nous qu'à notre arrivée, où elle nous attendait un peu en mode voilà, qu'est-ce qu'ils vont me raconter cela? Vous voyez, donc sans condition, arriver comme ça, pas la fleur au fusil, mais en vous disant voilà, je vais faire de mon mieux, tous les jours je fais de mon mieux. Si j'y arrive pas, eh ben, je réessayerai demain, c'est pas très grave. Et les gens, c'est un peu leur choix, ils vivent comme ils veulent. Hein.
Donc déjà, voilà, réussir à rentrer chez les gens, dans le logement. Et parfois, il faut négocier plusieurs fois, parfois, il faut jouer au domino. C'est comme ça. Attention à ne pas être intrusif, d'accord? Le maillage social, c'est très bien, mais attention à ne pas être intrusif. Euh, Parfois, on s'immisce dans la vie des gens et ils n'ont rien demandé. Et on peut vite être toxique. Parfois, on va à deux, hein, avec Léa, avec Océane, avec Catherine à l'époque. Et parfois, on se dit, bah, on va y aller tout seul au départ parce que on nous décrit des gens un peu isolés. On va pas arriver à trois en mode on vous envahit, machin. Vous voyez, donc, c'est important. Attention, ayez toujours en tête que ces gens peuvent être intrusifs. On peut être intrusif et on peut être vite toxique pour les gens. Travail d'équipe qui va diluer votre charge mentale. Du coup, le soir, vous rentrerez moins contrarié parce que vous aurez partagé avec vos collègues, partagé avec votre réseau et vous n'aurez pas cette charge personnelle de rentrer avec une éventuelle déception qui est irrationnelle, hein, mais qui existe parce que vous êtes des gens humains et impliqués. Donc vous risquez d'être déçus de ne pas avoir réussi, mais on n'est pas là pour tout réussir, on est là pour essayer et proposer des choses. Le logement, c'est important. N'hésitez pas à contacter les bailleurs. Alors, quand les gens sont propriétaires, ben, c'est compliqué. Mais pour les bailleurs, ils sont parfois aidants dans cette situation. Ok, Euh, excuse-moi de te déranger, mais bon, tu euh, m'avais proposé 4 heures. D'éventuelles hospitalisations. Alors, moi, je ne suis pas très fan de ça, les hospitalisations. Bon, si vraiment il y a un problème de santé, euh, pourquoi pas. Comme il y a un repli sur soi, parfois il y a un défaut de prise en charge médicale. Mais l'hospitalisation, puis le retour où ça a été nettoyé par une société de nettoyage, moi, ça me paraît toujours un peu voilà, violent. Et si on peut éviter, évitez-le. Et le suivi au long terme, c'est un suivi de votre part, de la part du CMP, de la part du médecin traitant, d'une éventuelle psychologue, des thérapies familiales. Voilà, c'est un suivi au long cours. On n'est pas sur quelque chose sur une temporalité rapide. On est vraiment sur du temps. Il faut vous donner du temps, donnons-nous du temps. Et quand on a du temps, nous, professionnels, on va réussir à faire des choses. Si on est trop pressé, on ne va pas y arriver et on va être intrusif et agressif pour la personne. Voilà, d'autres intervenants, hein. Le DAC, le médecin traitant, enfin j'en ai déjà parlé. J'ai précisé le MPP, l'équipe mobile de psychoprécarité, qui est une spécificité peut-être d'un Carquoise, mais qui peut rendre service. Euh, les services d'aide à domicile, qui sont vraiment les gens qui vont au domicile tous les jours et qui peuvent nous faire repérer des choses. La famille, avec l'histoire de vie. Et puis vous, travailleurs sociaux, qui êtes essentiels dans le parcours. Alors, j'ai mis quelques exemples, hein. Je ne sais pas si Léa, tu veux préciser d'autres choses. Alors, je l'ai mis Solia, je ne connais pas. On m'en a parlé, je crois que c'est sur l'île. Sinon, si Léa veut ajouter d'autres choses comme contact dans la prise en charge des syndromes de Diogène, on n'entend pas, par contre. Ouais, on n'entend plus, je crois. On t'entend pas, Léa. Ouais, ouais. C'est le problème de ce matin. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Il y a un problème de ce matin sur Tips. OK. Voilà, on vous a mis. Je me suis permis de demander qu'on mette les adresses mail de ce qu'on appelle la boîte générique. C'est des boîtes qui correspondent à un accès possible au pôle autonomie des différentes DT, directions territoriales. Ça peut vous permettre d'envoyer un mail au pôle autonomie, à ces adresses. Alors, vous prenez chacun l'adresse qui vous correspond, hein. Et voilà, bonjour, je suis travailleur social dans telle mairie, je suis dans tel MNS. J'ai repéré une situation, je ne sais pas comment faire. Si vous pouvez me guider. Et il y aura quelqu'un qui va lire ce mail, le transmettre à nos travailleurs sociaux qui vont venir vers vous et qui vont peut-être vous écouter et vous proposer de l'aide. Ça me paraît intéressant. Moi, je parlais pour mon territoire, hein, les Flandres. Ce mail sera lu, sera dispatché par notre gestionnaire aux professionnels concernés et ça va nous permettre de vous aider, de venir en aide. D'accord? C'est important, vous n'êtes pas seul. Et, comme je l'ai dit depuis le début, hein, c'est une situation complexe, humaine, et on va rester dans l'humain et on va essayer de tous se regrouper pour accompagner ces gens au maximum. Alors, un glossaire, hein, de ce qu'on a pu utiliser comme abréviation ce matin, vous connaissez pour la plupart, hein. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop soporifique.
Le but, c'était aussi des idées principales, hein, que vous pourrez utiliser dès demain matin, tant dans le repérage que dans l'accompagnement et aussi pour vous soulager. On n'a pas d'obligation de résultat, mais mettons en place des choses qui existent en commun par équipe. Et je pense qu'on va y arriver tranquillement avec du temps et de l'écoute. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eddy, pour cette présentation. Alors, je me permets juste du coup de reprendre ce que Léa, comme son micro est coupé, elle s'est permise de répondre dessus sur le truc en disant qu'il s'agissait ici vraiment de co-construire avec l'ensemble des acteurs, de coordonner, de communiquer et de fixer, alors à CT, MT, LT, je ne sais pas, c'est Court terme, moyen terme, long terme. D'accord, voilà, des objectifs réalisables. Alors, voilà. Il y en a qui demandent des adresses sur le Pas-de-Calais. Alors, désolé, nous, c'est un webinaire à destination du département du Nord. On essaiera de voir si on a des contacts sur le Pas-de-Calais. Là, on est vraiment, nous, sur des contacts du Nord, mais on essaiera de répondre à la marge aux demandes. Alors, chaque département a son organisation, donc on peut Voilà, pas. c'est ça. On peut difficilement. pas. On la connaît pas bien dans le Pas-de-Calais, mais bon, après, pourquoi pas faire des recherches, hein, mais c'est difficile. Voilà. Moi, je tenais beaucoup à vous remercier, Dr Bartier, pour votre intervention et votre contribution à la construction de cette présentation en collaboration avec le service animation territoriale. Quant à vous, chers partenaires et auditeurs, vous recevrez pour rappel donc d'ici peu le support de présentation de ce jour, accompagné de la foire aux questions. Donc n'hésitez pas à mettre l'ensemble de vos questions dessus. On répondra à vos questions dans un second temps qu'on joindra du coup au support de présentation avec l'invitation pour le prochain webinaire. Alors, celui-ci se tiendra pour rappel le 24 juin et portera sur les troubles 10. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire belle journée à toutes et à tous et à bientôt pour le prochain 1 heure pour l'autonomie. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.